Je tiens à remercier tous nos conférenciers pour avoir investi temps et effort pour produire cette formation vidéo, en espérant que vous en tirerez profit dans votre pratique professionnelle de tous les jours. Les vidéos, les présentations PowerPoint de nos conférenciers, les revues de presse et autres documentations sont matière à 5 auto-évaluations en ligne, donnant droit à 5 UFC chacune, pour un total de 25 UFC. La documentation à l'étude illustrée ci-contre est accessible suite à votre inscription sous l'onglet Formation vidéo de la Corpo au coût de 50 $ par auto-évaluation. Je vous rappelle que le visionnement de cette formation vidéo vous est offert gratuitement grâce à l'appui de nos commanditaires que nous remercions très chaleureusement, en particulier Novo Nordisk, sans qui cette formation n'aurait pu avoir lieu. On sait aujourd'hui que l'obésité est une condition propice à l'éclosion de plusieurs maladies chroniques. Bonne nouvelle, on sait maintenant que la plupart de ces maladies chroniques sont réversibles par le seul fait d'adopter une meilleure hygiène de vie. Le mot hygiène tire d'ailleurs son origine de la mythologie grecque, selon laquelle la déesse Hygie symbolise la médecine préventive. Alors, merci de participer à ce programme de formation vidéo intitulé « Stratégie préventive en milieu de travail face à l'obésité ». Dans un instant, vous allez visionner la capsule 5 qui traitera des outils du conseiller pour aborder la prévention des maladies chroniques. Je clôture ce programme de formation. Je suis conseiller en assurance collective certifié depuis 1983. Je suis également secrétaire de la Corpo depuis 2007, dont je suis le cofondateur. De formation universitaire en administration des affaires et en philosophie, j'ai occupé divers postes de professionnel chez des assureurs et ai enseigné l'assurance collective pendant 5 ans au Cégep de Sainte-Foy et de Lévis. Je suis l'auteur de la collection Guide évolutif, éditée à plus de 200 000 exemplaires en une trentaine d'éditions. Mes manuels qui ont servi à la requalification exigée par l'AMF entre 2000 et 2003 auprès de quelques 10 000 conseillers au Québec servent aujourd'hui au programme d'audit de compétences en assurance que vous connaissez sans doute. Mon sujet, outils du conseiller pour aborder la prévention des maladies chroniques. Il me fait plaisir de participer à cette formation vidéo en tant que conférencier. Le sujet que je vous propose aujourd'hui constitue une bonne révision des outils à notre disposition pour aborder des sujets pointus comme la prévention des maladies chroniques en assurance collective. J'espère que vous apprécierez. D'abord, faisons un rappel de notions en conformité en assurance collective. Il est important de se rappeler que des amendements à la loi ont eu lieu le 22 octobre 2013, modifiant les articles 6, 8.1 et 9.1, touchant notamment le mandat, l'analyse de besoins et le rapport de recommandation. Il est à noter qu'il n'existe actuellement aucune obligation d'implanter ou de réviser périodiquement la politique de gestion interne de l'assurance collective. Mais on verra comment cette politique est essentielle à la bonne santé du régime. Par politique, on entend la convention collective en milieu syndical ou la convention patronale en milieu non syndical. On en reparlera un peu plus loin. Maintenant, l'article 8.1 a été modifié en 2013 comme suit. Le représentant d'assurance collective ne peut rendre des services ou offrir des produits à ce titre directement au preneur que s'il rédige un mandat comportant au moins les éléments suivants. L'identification du preneur, la nature et l'étendue de son mandat, comportant au moins les éléments suivants, l'analyse de besoins, dans le cas d'un appel d'offres portant sur un ou des produits, une comparaison des garanties, incluant les coûts et les divergences. Dans le cas d'un renouvellement de contrat, la description du régime existant et l'analyse de l'expérience du groupe. Ce mandat ne peut prévoir que le preneur est tenu d'acheter un produit financier et ce mandat doit être signé par le représentant. Et dans tous les cas, le représentant doit remettre une copie de ce mandat au preneur ou à la personne désignée à titre de personne ressource. L'article 10 n'a pas été amendé en octobre 2013, mais il est utile de se le rappeler. Le représentant doit, lors de la première rencontre avec un client, lui remettre un document tel une carte professionnelle, lequel document doit mentionner les éléments suivants. Son nom, ses adresses d'affaires, ses numéros de téléphone, les titres qu'il est autorisé à utiliser, les disciplines ou les catégories de disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir
le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il exerce. Ici, on dit telle une carte professionnelle, mais si vous indiquez ces renseignements sur le mandat, c'est encore mieux. Les articles suivants n'ont pas été amendés en octobre 2013, mais il est encore utile de se les rappeler. Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets doit divulguer à la personne avec laquelle il transige le nom de celui pour le compte duquel il agit, dévoiler le fait qu'il reçoit d'autre part une rémunération pour les produits qu'il lui vend et les services qu'il lui rend, ainsi que tout autre avantage. Un représentant d'assurance qui place un risque auprès d'un assureur avec lequel il a des liens d'affaires doit les divulguer à la personne avec laquelle il négocie. Par exemple, lors d'un financement d'un assureur pour l'achat d'un portefeuille d'assurance, à titre d'exemple. Le nom des assureurs dont il est autorisé à offrir ce type de produit, un représentant en assurance qui agit pour le compte d'un cabinet d'assureurs ou d'un cabinet qui est lié par contrat d'exclusivité avec un seul assureur doit divulguer ce fait à la personne avec laquelle il négocie. Le mandat que l'on voit ici en médaillon est un cas réel. Il s'agit d'une simple lettre envoyée à l'assureur pour transférer un dossier au nom du nouveau conseiller. Ce type de lettre de mandat n'est toutefois plus conforme depuis octobre 2013. Plusieurs éléments sont manquants. Alors, on parle du nom du représentant, son adresse d'affaires, les disciplines autorisées, son numéro de certificat à l'appui, la signature du représentant sur le mandat. Aucun conflit d'intérêt n'est signalé. On devrait le dire qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, il faudrait le dire. Et une copie d'un mandat conforme n'a pu être remis au preneur. Ce type de mandat-là, les assureurs ne devraient pas l'accepter. Il n'est pas conforme. Ce qui est important maintenant, c'est que vous le savez et vous pouvez le contester. Un exemple de mandat conforme vous est présenté d'ailleurs dans la revue de presse associée à cette capsule vidéo. On voit ici un extrait d'un mandat conforme sous la rubrique « Collecte de données ». Les numéros entre crochets renvoient à la réglementation en vigueur, comme très bien expliqué dans le module 6 « Pratique conforme de l'assurance collective au Québec » que vous connaissez sans doute. Le mandat est très utile pour le conseiller et le client. Il doit permettre aux preneurs de sélectionner de nouveaux services et de clarifier les attentes. Nous parlerons principalement dans les prochaines diapos de deux tâches qui ont un rôle important à jouer dans la prévention des sinistres, voire des maladies chroniques. 1. Obtenir de l'assureur la revue statistique des médicaments. Et 2. La recherche des produits ou services préventifs. Nous reviendrons plus loin sur la politique de gestion interne de l'assurance collective. Je sais que cette tâche est souvent laissée aux gestionnaires, mais le conseiller devrait demander, dans tous les cas, à voir et à réviser cette politique. S'il n'y en a pas, il faudrait recommander de l'écrire. Ça fait partie de nos devoirs de conseiller. On n'abordera pas ici le sondage d'opinion auprès des employés par formulaire électronique. Je vous réfère encore une fois à la pratique conforme qui explique très bien l'approche numérique pour un tel sondage. Toujours dans la collecte de données, voyons maintenant la revue de médicaments. La revue de médicaments est souvent offerte que pour des groupes de grande taille, mais demandez-le systématiquement, les choses évoluent. J'ai déjà vu des petits groupes profiter de ces rapports. Ici, par exemple, le premier rapport est très utile pour souligner le pourcentage du montant admissible par tranche monétaire. Et dans l'exemple qui compte 25 ordonnances de plus de 200 $ représentent 11,78 % du montant admissible. Le second rapport compare l'utilisation des différents types de médicaments. Là, les médicaments génériques comptent pour 47,50 % dans la période courante, comparativement à 31,65 % pour la période précédente. Dans l'exemple suivant, les médicaments d'entretien qui font référence aux maladies chroniques totalisent 507 ordonnances sur 1247, soit 40,7 % ou 24 764 $ sur 53 157, soit 46,6 %, soit près de 50 % en dollars.
Alors, ça donne une indication de la présence des maladies chroniques dans l'entreprise pour discussion. Dans l'exemple ci-contre fourni anonymement par un assureur, les médicaments d'entretien, toujours en référence aux maladies chroniques, totalisent 1 285 ordonnances sur 2 237, soit 57,5 ou 36 357 sur 99 005 soit 36,7 La revue de médicaments donne ici un indice de santé du groupe, encore une fois. Une consommation importante des médicaments d'entretien indique une présence importante de maladies chroniques qu'il faut investiguer davantage. Observation du gestionnaire, observation pendant les campagnes de vaccination, taux d'utilisation des programmes de mieux-être, taux d'absentéisme, taux de prestataires d'assurance salaire, etc. Prenez le temps de jaser de ces observations avec votre client et amorcez une réflexion à ce sujet. Maintenant, toujours dans les tâches du mandat à accomplir, ici, il s'agit de la recherche des produits ou services offerts par l'assureur ou autrement visant à prévenir les sinistres les plus fréquents. Par exemple, par service offert par autrement, on entend les services offerts à l'externe par des organisations comme Groupe Entreprises en santé, la clinique du Dr Robitaille ou même encore Zen et compagnie, par exemple. Dans notre exemple ici, nous allons nous concentrer uniquement sur les services de l'assureur pour simplifier la présentation. Une façon intéressante de le faire, c'est en dressant une liste des produits santé offerts par l'assureur, comme démontré ici dans la diapo. Dans l'exemple suivant, on a trouvé 3 pages de nouveautés ou de choses existantes à revaloriser avec une mention recommandé, à voir plus tard ou déjà inclus, par exemple. Ici, on a regroupé d'autres services de santé sous l'appellation « Garantie étendue, produits connexes à valeur ajoutée ». Alors, j'attire votre attention en haut de la page à gauche, gestion des maladies chroniques incluses au contrat actuel, sauf gestion du diabète 360. Voyez-vous, c'est des choses qu'on ne savait pas. Et par investigation de la sorte, on arrive à voir des choses qu'on ne pensait pas avoir et qu'on a finalement. Ici, on a regroupé d'autres services de santé sous l'appellation garantie facultative et assurance médicaments et expérience. En fait, au terme de cette recherche et de cette présentation, vous et votre client preneur connaissez mieux votre régime et ses possibilités, et ce dernier sera en mesure de faire des choix dans le temps beaucoup plus circonspects. Alors, toujours dans les tâches du mandat à accomplir, nous sommes rendus à l'analyse de besoins. On ne verra pas les tâches suivantes qui sont bien accomplies en général par la grande majorité des conseillers. Par exemple, procéder à l'analyse et à la validation du renouvellement du régime existant. Déterminer les nouveaux besoins en assurance collective, les couvertures curatives, comme on appelle, rédiger un devis et procéder aux besoins à un appel d'offres, recevoir et analyser les soumissions. Par contre, on vient de voir, déterminer les nouveaux besoins en produits ou services préventifs, on voit que dresser une liste de la sorte va nous amener à déterminer les nouveaux besoins suivant ce qu'on a découvert. On a trouvé 3 pages de mesures à discuter avec le client. Maintenant, on va voir comment procéder à la mise à jour ou à la mise en place de politiques de gestion interne de l'assurance collective. Malheureusement, trop souvent, il n'y a aucune politique écrite, sauf en milieu syndical où là, c'est quasi 100%. La politique de gestion de l'assurance collective est un sous-ensemble de la politique santé et mieux-être de l'entreprise qui consiste à fixer collectivement des caps pour donner à chacun les moyens de se soigner et de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Cette politique constitue un contrat collectif de travail, convention syndicale ou convention patronale, où est défini le fonctionnement du régime, qui peut entrer, quand on doit entrer, quand on doit sortir, qu'arrive-t-il dans certaines circonstances, congé sans solde, absence, maladie qui dépasse les limites, etc. Elle existe malheureusement trop souvent sous forme verbale. Elle devrait être écrite et révisée périodiquement
en valorisant les mesures curatives, mais aussi préventives. On se souvient que le contrat individuel de travail définit la catégorie d'emploi à laquelle j'appartiens. Le contrat collectif définit, lui, les catégories admissibles à l'assurance collective et son fonctionnement, alors que l'assurance collective, elle, définit les prestations payables. Tout ça marche ensemble. L'assurance collective offre des outils curatifs en cas de sinistre et des outils préventifs visant à agir sur les causes en amont de sinistres possibles. Je vous invite à voir l'exemple de politique type qui vous est présenté dans la revue de presse. Maintenant, la politique de santé et mieux-être au travail. Eh bien, c'est quoi une politique de santé et mieux-être? On entend les politiques publiques, mais aussi toutes celles portées par des entreprises privées, des organismes d'assurance maladie et des groupes de citoyens. Québec a adopté et met à jour périodiquement sa politique gouvernementale de prévention en santé, par exemple. Les entreprises privées sont appelées à le faire également dans leur organisation, dont l'assurance collective est une composante importante. Alors, pour implanter avec succès une politique de santé et mieux-être au travail, tous les intervenants sont unanimes à ce sujet. Il faut une adhésion de la direction à un plan d'action santé. Il faut revoir régulièrement la politique de gestion de l'assurance collective. Il faut valoriser les couvertures et les mesures préventives mises en place. Et il faut assurer une communication continue. En conclusion, je vous propose d'inclure dans vos prochains rapports les recommandations types suivantes. Nous insistons cependant sur les recommandations à caractère préventif qui auront beaucoup plus d'effets durables à long terme pour les employés eux-mêmes et indirectement pour l'entreprise. Tous les experts sont unanimes à ce sujet. Des employés en santé sont des employés heureux et des employés heureux contribuent à une meilleure productivité de l'entreprise. En terminant, je vous invite à consulter l'exemple de rapport type qui vous est présenté dans Pratique conforme de l'assurance collective au Québec et dans la revue de presse. Sur ce, je vous dis à la prochaine.